Madame, monsieur, il est 13h15. Par le miracle de la télévision, me voici chez vous. Et je vous imagine très bien, beaucoup mieux que vous ne le pensez, autour peut-être de votre table de famille. Je pense, madame, que vous n'avez pas tout à fait terminé de vaquer aux besoins du ménage et que peut-être vous avez eu la gentillesse de convoquer autour de votre récepteur quelques amis. Je suis donc arrivé chez vous et presque sans m'être fait annoncer, sinon que vous savez que M. Marcillaci devait parler à cette heure-là et venir chez vous. C'est là pour moi une situation assez gênante, car en réalité, je vous connais beaucoup mieux que vous ne me connaissez. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on n'est pas sénateur depuis 17 années dans le département de la Charente, qui est à la fois rural et urbain, sans vous connaître. Vous d'autres, bien sûr. Vous, madame, vous, mademoiselle, vous, monsieur, vous savez, les Français sont tous assez semblables les uns aux autres. Je vous connais, je connais aussi vos soucis, oh, bien sûr, pas tous, car vous en avez beaucoup, mais j'en connais le plus grand nombre. Pourquoi? Mais c'est que, également, je suis un avocat. C'est un beau métier que le mien. Il a pour mission essentielle, vous le savez, non pas, comme on dit, uniquement la défense de la veuve et de l'orphelin, mais bien souvent et spécialement, comme avocat au Conseil d'État, la défense du citoyen contre l'administration. Et c'est ainsi que je suis au courant de tous les problèmes qui vont des problèmes des retraites aux problèmes, hélas, fiscaux, et que, en transposant cette connaissance professionnelle sur le plan du Sénat, j'ai pu, je crois, essayer de rendre service à mon pays, car, je tiens aussi à vous le dire, bien que n'appartenant et n'ayant jamais appartenu à un parti politique, j'ai participé à tous les grands débats du Sénat depuis l'année 1948. Et je puis dire aussi que j'ai connu deux républiques. Je puis dire que j'ai affronté, à l'époque d'ailleurs où les ministres faisaient l'honneur au Sénat de venir au Palais du Luxembourg, c'est une habitude qu'ils ont fâcheusement perdue, pour des raisons que nous verrons d'ailleurs peut-être au cours de ces entretiens, j'ai affronté, je crois pouvoir le dire, les ministres qui ont été responsables des affaires du pays. Donc, je pense pouvoir vous affirmer que je suis qualifié. Je suis qualifié et je suis libre. Et c'est pour cela, madame, monsieur, que je suis candidat. Le 5 décembre, c'est vous et non plus moi qui allez désigner le chef de l'État. Je mesure quelles doivent être vos angoisses, car je les ai éprouvées moi-même. Quand j'ai élu le si regretté président Cotillot, on a bien reproché au Parlement d'avoir mis 13 tours à le désigner. Il valait peut-être mieux élire le si honnête homme qu'était le président Coty au 13e tour que si d'aventure nous en avions nommé rapidement un qui ait été moins bon. Mais c'est à votre tour de vous trouver devant les problèmes qui ont été les miens. Eh bien oui, il va falloir en conscience que vous désigniez l'homme qui vous paraîtra le plus apte à être responsable de l'ensemble des affaires du pays pendant 7 longues années. Vous avez des choix qui s'offrent à vous. Vous avez un choix, j'allais dire le plus commode, et je m'excuse pour le président sortant, car le général de Gaulle est candidat comme les autres, il demande le renouvellement de son mandat. Et le général de Gaulle, si vous aviez la tentation de le réélire, pensez-vous d'une part qu'il pourra continuer la même politique? Pensez-vous aussi que cette politique soit bonne? Continuer la même politique, hélas, dans bien des domaines, elle a fait faillite, car malgré tout ce qu'on vous raconte, si le général a son succès personnel, qui est très grand, dans les pays du monde entier, on ne peut pas dire que la politique de la France en soit pour autant améliorée. Nous sommes isolés. On vous dira peut-être le contraire. Le contraire, mais comment pourrait-on le démontrer? Vous savez comme moi que ces jours-ci,
il y avait une rencontre des ministres des Affaires étrangères allemands et français à Paris, et que, hélas, cette rencontre a marqué davantage le désaccord franco-allemand au moment où nous devrions en réalité être en train de faire l'Europe, de la faire d'une façon effective, efficace. Faire une autre politique? Peut-être ce serait mieux que d'aller rechercher à Moscou ou à Pékin des alliances qui ont un côté un peu contre nature, et surtout de multiplier, disons, les avanies, pour ne pas être trop sévère, à l'égard soit des Anglais, cela est un peu passé, soit des Américains, à l'égard desquels nous nous conduisons souvent d'une manière pour le moins regrettable, et je désire employer des mots d'une extrême modération. Il faudrait faire aussi une autre politique, mais le général de Gaulle ne pourra pas la faire en matière économique, car le général de Gaulle est lié par des options fondamentales, notamment sur cette politique que préconisait avant-hier M. Giscard d'Estaing et qui n'a, semble-t-il, de réussite que sur le papier, car je n'imagine pas, madame, surtout que vous trouviez que les choses vont tellement bien au point de vue de ce qu'il est convenu d'appeler le portefeuille ou le porte-monnaie de la ménagère. Vous pouvez aussi, d'ailleurs, choisir un représentant des partis politiques. Vous avez, je ne les nommerai pas, mais vous avez plusieurs représentants des partis politiques qui sont dans la course. Ils ont des qualités et c'est loin de moi la pensée de les critiquer. Mais ces partis politiques ne sont-ils pas dans une large mesure responsables de la situation actuelle? Ces partis politiques, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'ils ont amené de constructif à la République, que ce soit d'ailleurs la 4e ou que ce soit la 5e? Et puis ces partis politiques, si personnellement je ne les aime guère, c'est parce qu'ils sont surtout des syndicats électoraux et non pas les promoteurs d'idées. Oui, quand les partis politiques défendent des idées, quand par exemple le Parti socialiste défend une certaine conception de distribution des richesses, alors il est dans son rôle et j'ai pour lui une estime profonde. Quand certains partis conservateurs tentent à défendre un certain état de choses au point de vue économique, ils sont dans leur rôle, et alors je suis entièrement d'accord avec eux, du moins sur le principe. Mais quand conservateurs et socialistes se mettent d'accord, non pour promouvoir certaines idées ou certains principes philosophiques, mais uniquement pour amener quelques amis à une situation favorable, alors le parti cesse d'être un parti politique. Ce n'est plus qu'un syndicat d'intérêt électoral et, à ce point de vue-là, je n'ai plus pour eux qu'une estime très limitée. Et si vous ne voulez pas du général de Gaulle, si vous considérez que la France a 20 ans et n'a pas 75 ans, si, d'autre part, les partis politiques anciens ne vous inspirent pas de confiance, alors il vous faudra trouver un homme libre. C'est pour cela que, le 25 avril dernier, j'ai accepté la mission qui m'a été confiée par la Convention nationale libérale qui s'est réunie à Issy-les-Moulineaux. Car c'est un phénomène très curieux. Je suis le seul à avoir été désigné par une assemblée, alors que les autres se sont désignés eux-mêmes, ce qui d'ailleurs me paraît infiniment plus facile. On m'a désigné à Issy-les-Moulineaux et pour bien montrer que je ne demandais rien, je n'étais pas présent. Je me trouvais à ce moment-là en Charente. Mais on m'a désigné parce que j'étais un homme libre. Je le suis, vous pensez bien rester. J'ai été l'objet de critiques, de menaces. Oh, de critiques, non. De menaces, de manœuvres, de tentatives d'étouffement, oui, ça, on ne me les a pas épargnées. Mais pour me décourager, il faut bien autre chose. Il faut bien autre chose et je veux maintenant, en terminant, vous dire que si je suis dans la course, dans ce qu'il est convenu d'appeler la course à l'Élysée, c'est parce que, depuis un certain nombre d'années, et même avant les 17 ans que je passe au Palais du Luxembourg, j'ai décidé que j'essaierais de rendre service à mes concitoyens. J'ai décidé de mettre à leur disposition ce que je pouvais avoir de volonté et de connaissance. Soyez assurés que dans certaines situations,
on perd davantage d'argent à faire de la politique qu'on en gagne. Et c'est mon cas. J'ai la fierté de ne jamais avoir gagné d'argent dans la politique. Je veux pour mon pays une justice plus grande. Je veux que les faibles soient jugés comme les forts. Je veux que la justice sociale règne et que les banques se bornent à jouer leur rôle de régulateurs d'affaires et ne fassent pas de politique par l'entremise de certains ministres. Je veux que notre pays retrouve dans le monde ses alliances, ses amitiés traditionnelles, car pas plus qu'un homme ne peut se permettre de vivre sans amis. Un grand pays comme la France ne peut se permettre d'être seul dans le monde. La France a une mission énorme à remplir. Cette mission, elle est dans la tradition de son passé. Elle doit être le pays qui impose aux autres nations la liberté, la justice, la démocratie. Nous en sommes loin, nous qui avons encore dans nos prisons des prisonniers politiques. C'est pour que la France redevienne elle-même que j'ai décidé de me présenter et je vous demande, vous à votre tour, de songer de tout votre cœur que la France de demain, c'est la France de vos enfants et que c'est vous qui ferez le bonheur ou le malheur de vos enfants. Nous nous reverrons. Mardi, je répondrai aux questions d'un journaliste et j'espère qu'il me montrera tel que je suis. C'est mon cœur, aujourd'hui, que j'ai voulu, en quelque sorte, vous offrir, sans forfanterie, en toute modestie, mais en terminant, laissez-moi vous dire, quoi qu'il arrive, vive la France!